Bonjour à tous et bienvenue dans l'art d'être parent. Je suis Gershom Abitbol, cofondateur de Link et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast dédié à la santé mentale des jeunes. Chez Link, nous avons une conviction forte. En tant que parents, nous avons un rôle essentiel à jouer pour aider nos ados à grandir sereinement dans un monde en constante évolution. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait monter la tension dans beaucoup de familles, l'orientation post-bac. Selon une étude récente réalisée par OpinionWay pour la fondation Ramsay Santé, les études sont la cause principale du stress pour 63% des 18-24 ans. Parcoursup, le choix des filières, les inscriptions, les échéances, ce moment qui devrait être une période de réflexion et de découverte devient souvent une source d'angoisse, aussi bien pour les jeunes que pour leurs parents. Et à cela s'ajoute l'incertitude d'un monde qui bouge très vite. Certains métiers disparaissent, d'autres naissent avec l'intelligence artificielle, et beaucoup de parents se sentent démunis face à un système qu'ils ne comprennent plus. Alors, comment fait-on pour aider nos ados à trouver sa voie ? Quand faut-il commencer à en parler ? Comment repérer ensemble ce qu'ils aiment, ce qui les passionne ? Et comment on accompagne, même quand on a peu de moyens, peu de temps ou peu de repères en tant que parent. Pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Nora, qui travaille dans une entreprise proposant un outil d'aide à l'orientation, Hello Charlie. Elle connaît bien les jeunes, elle connaît bien leurs blocages et elle a aussi une vraie sensibilité à ce que vivent les familles en situation de précarité, pour qui l'orientation peut devenir un vrai casse-tête. Bonjour Nora. Bonjour Gershom. Nora, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, moi je travaille, comme tu l'as dit, chez Hello Charlie. Je suis chef d'orchestre. Mon poste, il a été fait sur mesure puisque je suis à la fois référente jeune et chef de projet maraude numérique. Dit comme ça, je pense que ça peut paraître un peu flou. Je vais m'expliquer. Les maraudes numériques, déjà, c'est quoi ? Il faut savoir que Hello Charlie, c'est pas juste une application, puisque nous, on va aussi créer du contenu sur les réseaux sociaux pour aller vers les jeunes là où ils sont, y compris ceux qui sont sans solution, qui ne savent pas trop vers qui se tourner. Et ensuite, on va les accompagner jusqu'à la structure qui peut les aider concrètement à leur donner un coup de main pour trouver un job, une formation, pour construire leur projet professionnel. Avoir des aides pour passer le permis de conduire ou, par exemple, trouver leur premier appartement. Et pour ceux qui en ressentent le besoin, on ne va pas les lâcher puisqu'on est là pour s'assurer que l'accompagnement se passe bien. D'accord, donc c'est vraiment un accompagnement à 360 du jeune, orienté plus vers les jeunes en difficulté, si j'ai bien compris. Exactement. Voilà, qui font partie en fait un peu des victimes du système d'orientation scolaire, mais ça on va en reparler un petit peu plus tard. Alors pour commencer, je voudrais discuter un petit peu avec toi de l'âge. À quel âge commence-t-on à parler d'orientation avec un jeune ? Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Je pense qu'il faut être attentif aux besoins de son enfant. Il faut lui permettre d'éveiller sa curiosité. Et à ce moment-là, le collège permet de faire parfois des stages de découverte. On peut s'en saisir et se dire, bon bah voilà, on va commencer les premières étapes, déblayer un petit peu le chemin. D'accord, donc tu veux dire qu'en fait, il n'y a pas un moment unique en fait pour parler orientation, c'est quelque chose qui se fait un petit peu tout au long du parcours ? Et je pense tout au long de la vie. Et tout au long de la vie. Donc en fait, dès le collège, on peut regarder un petit peu ce à quoi ils s'intéressent, quelles sont un peu leurs passions. Ça nous donne des pistes à nous en tant que parents. Après, quand ils arrivent au lycée, là, il se passe des choses. Là, ça devient beaucoup plus concret parce qu'il faut choisir un peu ses matières, ses options en fonction des orientations qu'on veut prendre. Là, est-ce qu'on parle vraiment de métier ou on parle plutôt de domaine, à ton avis ? Est-ce qu'on va s'orienter vers un domaine d'activité ou est-ce qu'on va commencer à leur demander de cibler réellement un métier au lycée ? Je crois que ce qu'on fait très mal, c'est qu'on leur demande d'avoir des idées assez concrètes et des exemples. Alors qu'il faudrait leur permettre au moins déjà de cibler des secteurs dans un premier temps. Et ensuite, d'ouvrir le champ des possibles en se disant, bah voilà, moi j'ai envie d'aller explorer tel métier, est-ce que c'est possible ou non ? D'accord, donc par exemple, on se dit, tiens, je veux travailler dans la santé. Le jeune, en fait, ça lui ouvre plein de voies. Il peut être médecin, il peut être pharmacien, il peut faire de la recherche médicale. Enfin, il peut faire plein de choses très différentes concrètement. Tout à fait, mais donc, pas voilà, s'enfermer dans un métier. Voilà, en fait, on ne l'enferme pas dans un métier, on essaye de lui donner une ouverture par domaine, en fait. C'est ce qui lui permettra de resserrer un petit peu les voies possibles. Et donc, parce que souvent, on dit, c'est ce qu'on dit aux jeunes, hein, et moi le premier, hein, j'avoue, en tant que papa, on leur dit, mais tu veux faire quoi comme métier plus tard ? Alors qu'on devrait peut-être leur dire, mais tu veux travailler dans quel domaine ? C'est peut-être un peu moins effrayant pour le jeune. Oui, tout à fait, et je pense qu'au-delà même de cibler un secteur professionnel, il faudrait leur demander de quoi ils ont besoin là tout de suite. Quelles seraient les clés qui leur permettraient d'accéder à des choix possibles, des ouvertures, ce genre de choses. Tu trouves qu'ils sont assez mis en face justement de ces sujets d'orientation ? On parle par exemple, tout à l'heure on parlait du collège, c'est des sujets qui sont déjà un peu abordés, les métiers, les domaines d'activité. Tu trouves qu'on n'en parle pas assez au collège ? Avant, au collège et au lycée, il y avait ce qu'on appelle des conseillers d'orientation. Aujourd'hui, il y a des psychologues de l'éducation nationale. Je pense que ça en dit long sur comment est-ce qu'on a pensé ces questions.
Je pense qu'au collège, quand c'est abordé, c'est encore une fois assez maladroit et c'est peut-être pas assez complet pour en faire quelque chose. D'accord, donc c'est survolé en fait. Mais tu vois, c'est une bonne transition vers la suite de notre podcast, puisqu'on va parler maintenant de la raison pour laquelle l'orientation est une période aussi stressante pour les jeunes. D'abord, les jeunes ne vont pas bien. Et ça va pas les aider en termes d'orientation, on est d'accord là-dessus. Et il y a déjà un état général d'anxiété, une des difficultés à se projeter dans le futur. Ils ont du mal à voir l'avenir. Donc on leur demande de penser à leur avenir, là où eux-mêmes, pour beaucoup, ont du mal à se projeter, ne serait-ce qu'à l'année suivante. Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors j'ai plein de choses à dire à ce sujet. La première des choses, c'est que c'est fou. T'as 18 ans et t'es censé choisir ce que tu veux faire comme métier alors que t'arrives même pas à choisir une série sur Netflix. C'est la toute première des choses. Ensuite, un jeune sur deux va mal, mais j'ai l'impression que 2 adultes sur 2 ne sont pas en capacité de les entendre, ces jeunes. C'est un mal-être qui s'installe sur la durée, puisque un jeune sur 2 déclare être stressé à l'idée de construire son projet professionnel. Il y a des conséquences qui sont visibles parce qu'aujourd'hui, le décrochage scolaire, il est en hausse. On parle de près de 100 000 jeunes qui sortent chaque année du système sans diplôme. Et pourtant, on a quand même 81% des jeunes qui sont interrogés qui déclarent qu'ils aimeraient être mieux accompagnés sur leur orientation et leur projet professionnel. Je pense que c'est aussi ce qui montre à quel point les choses prennent de l'ampleur. D'accord, donc en fait, on est face à une situation compliquée, on est au collège, puis on rentre au lycée, on commence à nous parler de Parcoursup, ça frise les cheveux de tous les parents Parcoursup, hein, et de tous les jeunes. Tout le monde se dit, mais c'est quoi ce truc Parcoursup ? Alors, on va mettre des vœux, on a des dates d'échéance, il faut avoir pris certaines options pour accéder à certains cursus post-bac. T'en penses quoi de Parcoursup ? J'en pense pas beaucoup de bien. Mais alors, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui en pensait du bien. Alors, tu ne fais que conforter ce que j'entends. Je vais faire un petit bond en arrière parce qu'on a évoqué les conseillers d'orientation et je pense qu'on peut faire un véritable pont avec Parcoursup. Orelsan, dans sa chanson Note pour trop tard, il disait donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront. Tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Et je pense que ça, c'est assez révélateur de ce qu'on ressent au sujet de Parcoursup. Ça fait peur, ce que tu dis. Donc là, d'ailleurs, on est au moment où ce podcast va être diffusé. On a clôturé les vœux dans Parcoursup. Tout à fait. Mais le stress n'est pas terminé. Parcoursup, le stress commence à l'ouverture de Parcoursup, se prolonge pendant le choix des vœux, avec des bugs. J'ai entendu pas mal de gens qui disent ça bug, je peux pas valider mon 10e choix. J'ai entendu plein de choses. Voilà. Et tout le monde est obligé de passer par ce système qui en soi n'est pas une mauvaise idée. Ça, on a un outil qui permet de s'inscrire sur tous les cursus, mais c'est un peu une usine à gaz. En fait, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des vœux qui sont pas pris en compte, avec 0 option à la fin, c'est-à-dire avec des options nulles. Comment ça se passe ? Je crois que Parcoursup, ça peut même tétaniser certains jeunes. Il y a plusieurs phases, effectivement. Il y en a une qui vient tout juste de se clôturer, qui est la phase de confirmation des vœux. Donc maintenant, les dossiers vont être transmis aux formations. Et la prochaine étape, c'est les réponses à partir du 2 juin. Et là, c'est le début de la phase principale d'admission. Et je pense que c'est ce qui inquiète. Je pense que c'est ce qui ne permettra pas à certains jeunes de souffler d'ici à début juin. Ah, ils ont une pression, ils ont peur. Là, maintenant, on s'en remet. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais jeune, on avait aussi la pression parce qu'on avait des concours pour entrer dans certaines formations. On avait cette pression, elle existait. On savait, tant qu'on n'avait pas reçu les résultats des concours, on ne savait pas. Puis là, ils ont le bac aussi. Donc, ils ont aussi cette pression du bac. Mais là, en fait, on les maintient, on les pressurise. Oui. Finalement, dès le début de l'année, dès l'ouverture de mois de décembre, je crois, l'ouverture de Parcoursup, novembre ou décembre, il me semble. Donc, dès le début de l'année, quasiment 2 mois après la rentrée scolaire, on commence déjà à les pressuriser pour l'année suivante. Complètement. Ça, c'est dur, c'est dur. D'ailleurs, mais qu'est-ce qui pose problème pour toi aux jeunes ? Parce qu'il y a une pression sociale, il y a la pression des parents, la peur de l'échec. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Est-ce qu'ils vont être pris là où ils ont envie d'aller ? Je veux dire, c'est triste quand même. On a une liste de vœux par ordre de préférence. Puis finalement, on va avoir peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas vraiment voulu avoir, mais qu'on a mis parce qu'il fallait bien remplir les cases. C'est compliqué quand même. Tu as mentionné pas mal de choses sur lesquelles je voudrais rebondir. Il y a les parents qui sont là, effectivement, mais ils n'ont pas de mode d'emploi. Le problème, c'est qu'on ne leur a jamais donné de mode d'emploi et on les a laissés seuls face à un sujet qui panique déjà tout le monde.
Ça, c'est la première des choses. Donc le jeune, il est perdu. Le parent, il panique. Le jeune, il culpabilise. Et ça peut créer de la confrontation et générer une anxiété supplémentaire auprès du jeune et du parent. Et tout le monde en fait, tout le monde est stressé en fait. Mais ça, c'est clair. Exactement. Et tout ça parce que le système est un peu usine à gaz en fait. Tout à fait. Moi, je vais te donner une expérience personnelle. Mes enfants étaient en école américaine, d'accord, à Paris, quand ils ont passé leur bac. Et en fait, ils avaient en fait des conseillers d'orientation, des counselors, college counselors, ils appelaient ça à l'américaine. Et ces college counselors, en fait, c'était un traitement individualisé, c'est-à-dire que chaque élève était accompagné individuellement avec les parents, c'est-à-dire qu'on a eu au moins 10 calls, au moins 10 visios sur l'orientation de nos jeunes dans cette école. Ça veut dire que c'est vraiment, on individualise, on a un accompagnement aussi dans les processus d'inscription. Enfin, c'est archi individualisé. Aujourd'hui, Parcoursup, c'est pas ça. On se débrouille. On doit comprendre comme on doit comprendre par soi-même. C'est compliqué. Exactement. Ce que nous, on observe, parce que tu parles de ton expérience de parent et c'est très intéressant, ce que nous, on observe chez Hello Charlie, c'est qu'il y a des jeunes qui ont peur de décevoir, c'est qu'il y en a d'autres qui évitent le sujet à la maison. Et c'est aussi des parents qui cherchent des repères, des outils et qui sont perdus face à la multiplicité des canaux, des chemins qu'on peut prendre. Et moi, ce que je constate dans le cadre des marauds numériques que nous faisons chez Hello Charlie, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont décroché juste avant le bac ou alors juste après. Donc c'est un point de rupture en fait. Exactement. C'est un point, le passage aux études supérieures, c'est un point de rupture pour beaucoup de jeunes. Exactement. Et on parlait de tout ce qui était anxiogène et tout ce qui pressurisait le jeune. On n'en parle pas assez, je pense. C'est des troubles 10, puisqu'il y a peu de dispositifs d'orientation qui ont été pensés pour ces jeunes. Il y a une difficulté d'accès à l'information et à une présentation qui est parfois trop scolaire et qui va aggraver la démotivation et vraiment le sentiment d'exclusion que le jeune peut ressentir. C'est dur donc pour le jeune. Après, si on regarde, puis il y a quand même un autre sujet qui peut stresser, c'est que moi, imaginons, j'ai 16 ans, 17 ans, je suis en première, terminale, je me dis bon, je vais aller vers les métiers de l'IA, je vais aller vers les métiers de l'influence, je vais aller vers les métiers du numérique. Enfin, tout ça, c'est des nouveaux métiers. Et puis, à côté de ça, il y en a d'autres qui disparaissent. C'est-à-dire que nous, en tant que parents, on n'est pas forcément hyper branchés sur les métiers de demain. Exactement. Et les jeunes, peut-être un peu plus. Ça peut créer de la confrontation, ça peut créer... Enfin, mais non, tu peux pas faire ça, c'est pas des métiers... Les métiers de demain, ils n'existent pas encore, on est d'accord. Exactement. Il y en a plein qui vont arriver, des nouveaux métiers. Donc comment on gère parce que ça, c'est une source de conflit, ça. Exactement. Je pense que ce qu'il faut apporter aussi, c'est que, comme information, c'est que les jeunes vont faire en moyenne 13 métiers dans leur vie en France. Alors ça change, hein. À mon époque, c'était peut-être 2-3 métiers. Et je pense qu'il y a 40 ans, ça devait être un métier. Exactement. En fait, on nous préparait à des carrières. Et aujourd'hui, bientôt, je pense que cette question-là de l'orientation telle qu'on l'a pensée aujourd'hui, elle sera obsolète. La question, ce sera plutôt comment est-ce qu'on passe d'un métier à un autre. D'accord. Alors, ok, on dédramatise. Tu n'es pas perdu. Exactement. Il existe des ressources. On va parler de la ressource que toi, tu proposes au travers d'Hello Charlie. C'est intéressant de savoir qu'il y a des outils. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots à quoi sert l'application Hello Charlie ? Oui, bien sûr. C'est la toute première application en France qui va permettre aux jeunes de construire leur projet professionnel. Il y a une approche qui est vraiment pédagogique et ça va leur permettre aussi de cheminer dans leur réflexion sur l'orientation. Et aussi, ça va leur permettre, je pense, d'aboutir à une liste de formations qui sera de toute façon adaptée, puisque longue ou courte, sans prérequis forcément. D'accord, donc c'est assez customisé en fait. C'est le jeune qui renseigne ces informations. On précise, c'est complètement gratuit. Exactement, c'est 100% gratuit puisqu'on veut combattre l'inégalité des chances. Comment ça se passe pour le jeune ? En fait, il va échanger avec un bot, Charlie, et en fonction de son profil, de sa personnalité, il va recevoir des recommandations et il va être conseillé puisqu'on va prendre en compte sa personnalité et ses valeurs. Ça va lui permettre aussi de découvrir des métiers, des études, des formations auxquelles il n'aurait peut-être jamais pensé. Ouais, donc en fait, vous le challengez, il répond à des questions, ça vous donne un profil. Exactement. Vous dites, ça pourrait lui plaire. Tiens, il est passionné par l'environnement, par la planète. On va peut-être lui proposer des métiers qui sont en phase avec ses envies. Exactement. Parfois, ça vient confirmer
des idées, des ressentis. Et des fois, ça vient complètement bousculer des perceptions qu'on avait ou mettre en lumière des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé. D'accord. Et alors donc tout ça, c'est vraiment basé sur, j'imagine, sur l'expérience du système par rapport aux réponses qui sont données. On profile un peu un profil d'utilisateur. Exactement. Mais est-ce que ça peut faciliter le dialogue entre parents et enfants sur ces sujets d'orientation ? Je pense que quand le jeune aborde ces questions avec ses parents ou alors un adulte de confiance, l'adulte peut avoir des préjugés ou des représentations sur certains métiers. Donc je pense que Hello Charlie est un outil qui va aider le jeune à chercher les infos déjà, à se renseigner, à avoir des arguments pour présenter les idées auprès du parent ou de l'adulte qui va l'encadrer ou qui va le conseiller. Et il aura plus de chances d'être écouté si son projet est crédible. Ensuite, je pense que c'est très important d'en parler avec les parents, mais il faut le faire au bon moment. Il faut le faire quand on a déjà fait ce travail d'introspection et de recherche et surtout de vérification des informations. En fait, le plus dur, c'est le jeune qui arrive et puis qui va voir ses parents et je ne sais pas quoi faire l'année prochaine. Exactement. Là, ça, c'est dur, hein. Exactement. C'est ou dur. Alors, moi, j'ai beaucoup été confrontée à des jeunes qui aspirent à des métiers de l'esthétique. Et les parents sont affolés, ils se disent « mais tu peux pas devenir prothésiste ongulaire, ça tient pas la route, etc. » Et ce que nous, on peut apporter comme dimension, notamment dans le cadre des marauds numériques, quand on a les jeunes au téléphone, c'est qu'en fait, c'est un projet qui se pense, c'est un projet qui se construit. Et derrière un métier, on ne le sait pas forcément, mais il y a de multiples facettes. Il y a l'auto-entrepreneuriat, il y a de la formation perpétuelle. Et des évolutions de Exactement. Carrière aussi, on évolue. Exactement. Et de la communication. C'est différents postes à l'intérieur d'un seul métier. Tout à fait. Non, je comprends bien et ça, c'est très bien. Et je pense que c'est un point important. Est-ce que tu as des exemples concrets, toi, d'ados qui ont trouvé un cap, qui ont trouvé un peu leur orientation grâce à l'outil ? Tous les jours. Tous les jours. Ça les aide. C'est le retour que vous avez, en tout cas. Exactement. C'est bien, c'est une bonne chose. Tu veux une anecdote ou pas ? Vas-y. Ok, ça marche. Une bien, alors. Ok. J'ai la pression maintenant. Ah, t'as la pression. Par exemple, on a Dora, qui a 20 ans et qui a commencé par des études de médecine parce qu'elle se projetait plus ou moins bien dedans depuis qu'elle était toute petite. Et en 2e année d'études de santé, elle a perdu complètement ses repères. Elle a tout remis en question parce qu'elle ne se voyait pas poursuivre dans cette voie. Et grâce à Hello Charlie, elle a fait le point sur ses passions, et notamment la cuisine. Et ça a été une toute première piste qui l'a amenée vers le secteur de l'hôtellerie, de la restauration. Et maintenant, elle est en BTS, en alternance, et elle est très contente de sa réorientation. Elle se sent à sa place et elle se dit aussi qu'elle pourra même changer encore à l'avenir. Si ça lui plaît pas, elle pourra envisager une nouvelle reconversion. Ouais, moi, t'en veux une d'anecdote ? Volontiers. Ah, moi, j'ai mon 2e. Je vous fais un petit clin d'œil en même temps, qui a 20 ans et qui va démarrer sa 3e première année. Voilà, tu vois, donc comme quoi... Il n'y a pas un parcours, il n'y a pas un chemin. Il a essayé l'art, ça lui a pas plu. Il a essayé l'informatique, ça lui a pas plu. Il va en psycho. J'espère que ça lui plaira. Puis si ça lui plaît pas, il fera une 4e. Non, je lui ai dit qu'il pouvait pas faire que des premières années toute sa vie. À un moment, il fallait aller un petit peu plus loin et creuser un peu le système. Mais on est tous confrontés, en fait. Exactement. On est tous confrontés à ces choix-là. Et puis, on doit les accompagner parce qu'il faut qu'ils soient heureux. Enfin, c'est ce que moi, je lui ai dit. C'est ce que je dis à mes enfants. Tout à fait. Votre travail, on parle de votre avenir. Ça va durer longtemps. C'est des grandes étapes de votre vie. Il faut faire un job où vous êtes heureux d'aller travailler le matin, quelque chose qui vous plaise, qui a du sens pour vous, sinon ça sert à rien. Faut pas le Et faire, je pense qu'il ne faut pas non plus s'enfermer dans des études. Moi, j'ai fait un master en art et industrie culturelle. J'ai passé 5 années à étudier l'art, la théorie de l'art, pour finalement basculer vers du commerce de détail. Et après, pour me dire, non, en fait, ma vocation, c'est le social. On met du temps, ouais. On peut mettre du temps. On chemine. Et je pense, Fatma, la cofondatrice de Hello Charlie, elle m'a dit quelque chose que je trouve très juste, c'est que on est très curieux quand on est enfant, on perd un peu cette curiosité à l'adolescence, et de nouveau, on est assez curieux à l'âge adulte. Oui, on cherche un chemin. Exactement. Voilà. Merci Nora. On va faire un petit jeu maintenant, on va faire notre petit 60 secondes challenge classique. Je vais te poser des questions. Tu réponds par vrai ou par faux, suivant ce que tu en penses. Est-ce que tu es prête, Nora ? Bien sûr. Allez, c'est parti. À 18 ans, il faut savoir exactement ce que l'on veut faire dans la vie. Absolument faux. Si mon enfant change de voie après le bac, c'est un échec. Faux. Il faut pousser les jeunes à faire des études longues, sinon ils vont galérer. Faux.
Les métiers manuels, c'est pour ceux qui n'ont pas réussi à l'école. Faux. Parler d'orientation trop tôt, c'est mettre la pression aux ados. Faux. Les jeunes qui n'ont pas de réseau ou de parents diplômés partent avec un handicap. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Parcoursup, c'est injuste et incompréhensible. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. On est tous d'accord, on ne le dira jamais assez. Il faut choisir une filière avec des débouchés, pas une qui plaît. C'est faux. Les jeunes ne savent pas ce qu'ils aiment, alors c'est inutile de leur demander. C'est faux. On peut réussir même si on n'a pas suivi un parcours classique. C'est vrai. Voilà, c'était bravo. On a tenu dans les 60 secondes. Donc voilà, un petit retour sur une ou deux questions, si tu veux. Tu penses donc que les jeunes qui n'ont pas de réseau ou de parents diplômés partent avec un handicap, c'est un vrai sujet, ça, et ça va être la transition qu'on va faire. On va en parler, c'est l'orientation et la précarité. Ça concerne beaucoup de jeunes. Tout à fait. Avant de rebondir sur la précarité, au sujet du réseau, on ne nous apprend pas forcément à le construire, ce réseau, mais il se tisse tout au long de la carrière professionnelle et en amont. Je pense qu'on part avec un handicap, non pas si on n'a pas de réseau ou que les parents n'ont pas de copains qui peuvent aider à trouver un stage, un emploi, ce genre de choses. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit le tisser nous-mêmes, on doit le nourrir tout au long de la scolarité, parce que ça peut commencer très tôt. On peut s'intéresser au papa de machin qui fait tel job, à la maman de machine qui fait ce job-là aussi, et construire comme ça petit à petit un réseau. D'accord. Et alors la précarité, ça c'est un vrai sujet. Alors c'est un sujet que tu connais bien. Oui. Qui te tient beaucoup à cœur. Tout à fait. Et évidemment, quand les inégalités s'invitent dans ces choix d'avenir, ça peut devenir très vite compliqué. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue ? Qu'est-ce qui pose aujourd'hui, enfin, en quoi c'est compliqué quand on est en situation de précarité de trouver son orientation ? Alors moi, je te disais tout à l'heure que je suis référente jeune, donc ça veut dire que je suis en contact tous les jours avec des jeunes. Et parfois, certains sont vraiment dans la sauce. Et la toute première chose que je peux dire, c'est que ils ont besoin d'être raccrochés à quelque chose qui a du sens pour eux. Et quand on est dans la précarité, on pense à autre chose, en fait, que sa carrière professionnelle, son orientation. On a tout un tas de freins périphériques à l'orientation professionnelle, à l'insertion sociale. En fait, on porte le poids des difficultés, c'est-à-dire qu'on a d'autres priorités, en fait. Exactement. Aujourd'hui, nous, on s'intéresse tout particulièrement aux jeunes qui sont en rupture, chez Hello Charlie. Dans le cadre des maraudes numériques, on fait du aller vers, on va vers ces jeunes-là, vers ces publics spécifiques. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ils ne savent pas vers qui se tourner, ils ne connaissent pas les ressources et ils n'ont aucune idée, ou plutôt, ils ne savent pas qu'il n'est pas trop tard. D'accord, donc eux, ils se voient perdus, ils se disent voilà... je suis dans une famille en difficulté. Faut aller travailler. Je suis voué à continuer à être en difficulté toute ma vie, en fait. C'est un peu ce qui se passe dans la tête d'un jeune qui évolue dans une famille précaire. Un jeune qui évolue dans une famille précaire ne s'autorise pas à rêver assez fort. Il va être à la recherche de métiers qui ramènent de l'argent et le maître mot sera l'argent. Il y a un dispositif qui est porté par France Travail et les missions locales qui s'appelle le contrat d'engagement jeune. Et dans ce cadre-là, on propose à des jeunes, en contrepartie de 15 à 20 heures d'ateliers ou d'activités, qui leur permettent de construire leur projet professionnel, de percevoir une rémunération qui va jusqu'à 550 €. En gros, on essaye de régler un petit peu ce problème d'argent pour eux, Exactement. Tout en leur permettant de suivre une formation qui peut les emmener vers un métier qui pourrait les passionner et les faire un peu plus rêver, justement. Exactement. L'orientation n'est pas le seul nerf de la guerre, il y a également l'argent. Et c'est une préoccupation qui vient très tôt dans la tête des jeunes. Ils sont confrontés de toute façon très régulièrement à ces questions. Pour ces jeunes en rupture, et même tous les jeunes. Parce que la précarité étudiante, on en entend parler tous les jours. Tout à fait. Donc les études, ça coûte cher, il faut parfois se loger, il faut se nourrir. Enfin, c'est des frais de scolarité dans les écoles privées. Exactement. Alors, il y a des bourses, mais il y a quand même un reste à charge pour l'élève, quelles que soient les formations. Il y a toujours un reste à charge qui peut créer des vraies difficultés. Aussi une vraie barrière en termes d'orientation. Comment on fait pour, d'ailleurs, tiens, on a 17 ans, on se dit, tiens, je vais faire une grande école. Ça coûte 8-10 000 € par an à peu près. C'est à peu près dans ces prix-là, une école privée. Comment on fait ? On cherche des alternatives dans un premier temps. Je pense que c'est important aussi de ne pas s'enfermer.
je pense qu'on peut chercher des alternatives et ensuite, on peut... aucune idée. C'est compliqué, hein. Oui, aucune idée. Tu sais que je te raconte ma petite histoire personnelle, mais moi, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une famille qui n'était clairement pas une famille favorisée, vraiment pas. Et donc, il fallait que je me paye mes études tout seul, parce que j'avais pas le choix, en fait. Voilà, c'était ça où j'en faisais pas. Simplement, j'avais de grands rêves. Et j'ai dû travailler. J'ai travaillé très jeune. J'ai travaillé très, très jeune. J'ai travaillé énormément. Quand j'avais, à partir de 17 ans, je bossais tout le temps. Tous les week-ends, je travaillais. Et j'étais en prépa HEC et je bossais la nuit et je bossais les week-ends et je faisais ça en même temps qu'une prépa HEC, ce qui était un peu dingue, on va se dire. Mais bon, j'ai pu surfer sur quelques facilités. Mais évidemment que c'est dur parce que quand on n'a pas les moyens de financer ses études, on n'y va pas. On se dit comment je vais faire. Et sans parler même d'école, juste pour l'université. Moi, à 19 ans, je suis partie de la maison, j'ai changé de région. J'ai voulu m'assumer, aller juste à l'université. J'ai quand même eu un job étudiant et ça m'a pas permis d'être dans autre chose que la précarité pendant très longtemps. Et donc là, il y a un vrai enjeu en fait autour de ces jeunes en précarité. Il y a quand même un enjeu qui est considérable parce que un jeune en échec dans sa vie, dans son insertion professionnelle, c'est un jeune qui va aussi coûter cher à la société puisqu'on va devoir en fait le prendre par la main jusqu'à ce qu'il devienne indépendant. Tout à fait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça d'après toi ? Aujourd'hui, un jeune qui est mineur ou majeur, qui sort du système scolaire, il y a plusieurs alternatives. Il peut se tourner vers l'école de la deuxième chance. Alors attends, avant qu'il sorte, il n'est pas sorti du système scolaire. Il est en première, en terminale, il doit choisir de faire ses choix Parcoursup. Il se prive de plein de choix parce qu'il sait que c'est parce qu'il a du mal en fait à se projeter dans son avenir. Quelles ressources comment on va aider ce jeune à rêver et aller vers ce qui lui plaît et ce qui lui donne envie ? Je pense qu'il n'y a pas une réponse. Malheureusement, c'est des jeunes qui vont souvent cumuler un job et leur passion, études à côté. Malheureusement, il n'y a pas énormément de choses à mettre en place pendant cette période. D'accord, donc il faut vraiment en fait inciter, les motiver en fait à surpasser, à surmonter cette difficulté supplémentaire qu'ils ont. Exactement. Pour y arriver. Ce qui les rendra peut-être plus forts encore. C'est ce que j'allais dire. En fait, quand on travaille, quand on a un job étudiant tout au long de l'année et que l'été, pendant que les autres sont en vacances, on bosse pour l'avoir fait plusieurs années. Quand on revient à la rentrée, on est motivé. Ah bah oui. Parce qu'on n'a pas envie de continuer à faire ce petit job. Ah oui, puis on veut pas perdre d'année. On veut pas perdre d'année, on se donne à fond après. Moi, je trouve que c'est ce qui, en tout cas, pour ma part, a nourri ma motivation pour chaque rentrée scolaire à la fac. Et alors, pour ces jeunes précaires, donc, tu parlais tout à l'heure des missions locales, donc il y a des assos, il y a quand même il y a un certain nombre d'outils qui sont accessibles pour eux, pour les aider à s'orienter. Pour les jeunes qui ont entre 16 ans et 25 ans, il y a la mission locale, bien entendu. C'est une association qui existe partout en France et qui n'aide pas les jeunes uniquement à trouver un job ou une formation. La mission locale va les aider pour tous les freins périphériques à l'insertion. Donc la santé, le logement, la mobilité. Vraiment, elle va essayer de balayer tout ce qui les empêche d'accéder à l'emploi. Et aller à leur formation d'abord, avant l'emploi. Exactement. D'accord, donc la mission locale n'oriente pas que vers l'emploi, elle oriente aussi vers l'école, vers les études. Exactement. D'accord, donc en fait on essaye de régler un peu, de régler un peu tout ce qui pourrait les empêcher d'avancer dans leur cursus. Tout à fait. Et en essayant de régler des problèmes de logement, de transport, etc. qui peuvent se poser. Tout à fait. Il y a une obligation de formation aussi pour les mineurs. Ouais. Donc la mission locale est également en charge de ces jeunes-là. Et puis ensuite, il y a d'autres alternatives. Il y a l'école de la deuxième chance. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut proposer à un jeune qui a entre 16 ans et 25 ans. Et puis il n'y a pas d'âge pour rebondir. Tout à fait. C'est ça qu'il faut garder aussi à l'esprit. Et nous aussi, on va rebondir sur le rôle des parents. Parce que les parents, en fait, ils jouent un rôle quand même hyper important. On se voit tous avec des enfants médecins, des enfants ingénieurs, pilotes d'avion. On a plein d'envie pour nos ados. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Il n'y a pas cette notion un peu à transmettre un peu nos envies, ce qu'on n'a pas pu faire, nous, peut-être en étant jeunes, essayer de remettre ça sur nos enfants pour réaliser finalement nos rêves au travers eux. Enfin, exactement. Je pense qu'il y a de la projection. Je pense que les parents espèrent toujours mieux que ce que eux ont eu
en étant plus jeunes, je pense qu'ils veulent ouvrir un maximum de portes et je pense qu'ils flippent. Il y a beaucoup de parents qui flippent. Il y a beaucoup d'angoisse. Hein. Exactement. Ouais, chez les parents, ils sont pas confiants Oui. pour l'avenir économique, les métiers, etc. Donc, et ils laissent pas de place au cheminement en fait. Ils se disent voilà, mon enfant doit trouver vite une solution et souvent la solution c'est de rester scolarisé. Ouais. Et on a aussi des préjugés sur l'alternance, sur les métiers manuels, tertiaires. métiers manuels. Tout à fait. Terrible. Allez dire à vos parents, je veux être boucher. Il va vous dire, mais non. Et pourtant. Mais non, c'est pour les gens qui font pas d'études, ça. Voilà, c'est ça qu'ils vont dire. C'est assez triste, mais je pense que ça va commencer à changer, puisque la génération Z est en train de tout bousculer et de faire tomber un peu les barrières et les frontières qui se sont tissées jusqu'alors. Donc c'est vraiment c'est un vrai sujet. Hein. Cette projection, en fait, on projette nos propres angoisses, nos propres ambitions sur nos jeunes. Exactement. Et ça leur met une pression de dingue, en fait. Parce que nous, qu'est-ce qu'on regarde ? Nous, on est parents. Moi, j'ai 4 enfants. Donc je peux parler. En tant que papa, je vois bien le problème. On leur dit, ah oui, mais là, attends, là, il n'y a pas de débouché. Là, c'est saturé. On guide leur choix, en fait, énormément. On fait plus que guider. En fait. On leur interdit même des chemins. Tout à fait. En discréditant, en fait, un métier. Tout à fait. Je crois qu'il faut se contenter d'assurer leurs arrières. Je donne un exemple. J'ai fait des études d'art et ma mère m'a dit, OK pour les études d'art. En contrepartie, tu as 17 ans, tu vas aller passer ton BAFA et comme ça, tu as une porte de sortie, tu peux bosser l'été. Et si vraiment ça marche pas, c'est un métier qui recherche. Où on peut, il faut quand même penser. Voilà. Et est-ce qu'on a ce discours avec les jeunes quand on parle d'orientation, est-ce qu'on leur parle justement de l'aspect saturé de certaines professions ? Moi, je vois par exemple, nous on le voit ici, hein, on a des gens en équipe en communication, en com. De monde, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, qui cherchent des alternances, qui n'arrivent pas à trouver d'entreprise pour les accueillir. C'est un critère au-delà de ce qu'on a envie de faire. Alors, si tu demandes aux jeunes, aujourd'hui, ils veulent tous être youtubeurs. Il y en a beaucoup. Je crois que ce qui est dommage, c'est que on fait pas la différence entre s'autoriser à rêver et se diriger vers des métiers qui n'ont plus de place, qui sont saturés. Quand un jeune me dit qu'il veut faire de la communication, quand une jeune femme me dit qu'elle veut faire le métier de prothésiste ongulaire, moi, ce que je lui rappelle, c'est que dans ce cas-là, il va falloir être la meilleure ou le meilleur. Parce qu'il y a déjà tellement de monde sur le marché qu'il faudra accepter ce que les autres n'ont pas voulu. Ah oui, non, c'est aussi un sujet. Après, il y a beaucoup d'évolution aussi au niveau des métiers. Hein, on le voit. Et ça, les parents ne sont pas forcément au courant. Des métiers de demain. Ça, quand on leur parle, ils ont encore des visions très... Notamment autour de l'IA. L'IA, alors c'est un grand mystère pour eux. Le digital, tout ce qui touche au digital, c'est encore un mystère pour les parents. C'est pas palpable, ça leur permet pas de se dire, ok, ça, demain, mon enfant pourra le faire. C'est pas sécurisant pour eux. Pour eux, c'est même pas sérieux parfois. Quand on parle du digital, on a l'impression que c'est du divertissement en fait. C'est vrai. Et pourtant, ça génère énormément d'emplois aujourd'hui et ça en générera certainement beaucoup encore demain. Tout à fait. Donc il faut peut-être redorer un peu l'image aussi auprès des parents, leur donner une meilleure perception de ces métiers-là. Exactement. Et puis, je pense encore une fois que cette génération Z a la capacité d'avancer en enfonçant des portes. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite en tout cas, nous. Écoute, ça c'est intéressant. Et maintenant, en fait, on va rappeler quand même un point, on va reparler d'un point important, c'est que dans l'orientation, rien n'est jamais figé. On peut se tromper, on peut changer de voie, on peut bifurquer. Est-ce que c'est peut-être même quelque chose d'enrichissant de changer de voie, de découvrir des choses ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, ce que je pense, c'est que il faut s'autoriser à tester des choses. Il faut expérimenter certaines choses. Comment on les expérimente à travers les stages, si on est scolarisé, ou à travers ce qu'on appelle des PMSMP. C'est des mises en situation en milieu professionnel. Les missions locales proposent ça. Et surtout, je pense qu'il faut savoir aussi évoluer avec son temps, mais surtout, il faut accepter l'idée qu'on n'a pas envie de faire la même chose quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans et ainsi de suite. Il faut être agile. Exactement. Donc voilà, s'adapter à ses envies, au monde, aux changements qui peuvent se produire. Mais tu sais, les stages, tiens, on peut en parler rapidement, mais tu prends par exemple les stages de troisième. Oui. C'est pipeau. Il y a un... Effectivement, on va pas se voler tout la à face. fait. Moi, le conseil que je donne aux jeunes au sujet des stages, c'est que je leur dis de ne pas être tout à fait attentif
aux missions qu'on lui donne, mais plutôt d'utiliser le fait qu'on lui a ouvert la porte pour aller discuter avec les salariés. Je leur dis, va tirer les verres du nez aux salariés, c'est eux qui vont te donner les meilleurs points positifs et points négatifs de leur métier. On t'a ouvert la porte, il faut t'en saisir et il faut aller poser des questions. Et parfois, on leur apprend des choses. Même très très jeunes, ils sont surpris. Je te raconte une. On est dans la petite partie anecdote. Miel, ma fille, qui est en stage de seconde dans une entreprise qui vend des espaces pubs, des spots TV, et qui fait découvrir aux personnes qui recherchaient donc des clients cibles qu'avec ChatGPT, ils pouvaient générer des listes en fait de clients potentiels en 3 clics. Oh, waouh, le truc de dingue, c'est trop bien. Et maintenant, je crois qu'elles utilisent ça un peu tous les jours. Elles ont découvert qu'on pouvait gagner beaucoup de temps dans son travail parce que les jeunes sont peut-être plus avertis sur l'usage de ce type de technologie. Donc voilà, mais ça, c'est... donc, on doit donner, hein, tu es d'accord là-dessus, cette souplesse aux jeunes de pouvoir changer, de comprendre qu'ils peuvent ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire comme choix pour eux. Ils ont essayé et ça leur plaît pas. Tout à fait. Et je pense que si on leur permet pas d'accéder à cette souplesse, ils vont la prendre, ils vont s'en emparer. Je pense que ça, c'est perceptible dans le secteur de la restauration. Il y a plein de jeunes qui ont décidé que ça ne leur convenait pas, les horaires découpés comme ça. Et donc, aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui construisent des équipes en respectant le rythme des salariés. Les entreprises s'adaptent. Exactement. Et alors, quand est-ce que vous nous créez une base avec des vidéos de présentation des différents métiers dans Hello Charlie? Ça, ce serait bien. Fatma, Laurent, vous avez entendu ça? Ah, mais ce serait bien pouvoir dire, tiens, je travaillais, je sais pas, dans la santé, et puis avoir 4-5 vidéos, un médecin, des petites vidéos courtes, format jeune, quoi. Ok, tu veux qu'on aille interviewer des personnes, c'est ça? Ouais, et puis qui parlent de leur métier, qui vendent, en fait, qui parlent avec passion, qui montrent, en fait, la passion qu'ils ont. Puis le jeune, il se dit, ah ouais, ça me plaît. Ah, ça a l'air bien. Ça a l'air cool. Ce serait vachement bien. Il n'y a pas ça, hein. J'ai jamais vu. Ça n'existe pas. Je crois qu'il y a un créateur de contenu sur YouTube qui fait ça, qui, je crois même qu'il embrasse le métier. Il part en tout cas avec la caméra sur en immersion. Oui, en immersion, exactement. Ça, c'est bien. Mais c'est peut-être ce genre de choses qu'il faut mettre à disposition des centres d'orientation, des conseillers d'orientation dans les écoles, enfin quand il y en a encore qui sont disponibles, ce serait pas mal. Enfin, les vidéos, ça parle aux jeunes. Oui, tout à fait. On leur explique un job, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ça leur parle pas. Une vidéo courte, très rythmée. Là, ils vont voir vraiment la vie de la personne au travail. Maintenant, sur l'application Hello Charlie, t'as vraiment des fiches métiers qui sont assez concrètes et qui te permettent d'avoir peut-être de lever des énigmes. Tu vois, pour certains, on s'imagine pas que tel ou tel métier est disponible, accessible et en quoi ça consiste. Nous, on a quelques stagiaires qui sont passés, ils arrivent la première fois, ils font ça se passe comme ça dans une entreprise. Truc de dingue. Ils découvrent en fait. Mais l'alternance, c'est une belle manière de découvrir l'entreprise sans se mouiller. C'est encore sous-valorisé. Exactement. C'est encore très sous-valorisé. Ça, c'est un sujet quand même. C'est-à-dire que la formation professionnelle, c'est vraiment en entreprise qu'on apprend, on est d'accord. C'est quand même là, c'est le plus gros apprentissage. Tout à fait. Si je prends notre exemple, on a actuellement des stagiaires, on a aussi souvent des alternants. Et c'est aussi ce qui nous permet de leur donner des vraies tâches concrètes. Chez Hello Charlie, ils font pas du tout le café, mais vraiment, c'est plutôt les managers qui font le café. Ouais, exactement. Les rapports sont inversés, et on leur fait vraiment confiance. On leur confie des vraies tâches, des vraies missions, dans des vraies équipes. Exactement. Ouais. Ils ont une signature de mail, ça rigole pas. Ouais, et puis après, ils sont encadrés, entourés quand tout ils ont besoin d'être. Mais ils sont vraiment briefés comme des salariés avec des vraies tâches. Dans le dur. Exactement. Ils sont dans le dur, dans la réalité de l'entreprise. C'est bien ça. Tout à fait. Merci Nora. J'ai besoin de te demander également si tu as 3 petits conseils à donner aux parents concernant ces sujets d'orientation. Alors, 3 conseils que je pourrais donner à des parents. Le tout premier, c'est de faire confiance à son enfant. Le deuxième, c'est de ne pas lui mettre de pression. Et le troisième, c'est de l'accompagner pour qu'il soit outillé et donc prendre en main avec lui ces questions-là sans le brusquer et peut-être aller chercher ce qui peut lui plaire sans se projeter ce que le parent aimerait que son enfant fasse. D'accord, c'est très clair. Je crois que ça résume bien les choses. Et alors pour les jeunes, est-ce que tu as un petit message pour eux qui stressent en ce moment avec leur vœu Parcoursup? Moi, je vais vous dire ce que j'aurais aimé entendre quand j'avais 18 ans. La première chose, c'est faites-vous confiance, écoutez-vous. La seconde, c'est ne cessez pas d'être curieux. Je vous dirais aussi
que plus tôt vous parlez de votre projet, plus vous avez de chances de le concrétiser. Ne donnez pas toute votre confiance aux autres. Allez chercher l'information, construisez votre projet, autorisez-vous à rêver. Il faut que ça fasse du bruit. Et ne paniquez pas, il y a des outils, il y a des ressources, on est là. Très bien, ce sont les acteurs de leur vie, c'est ça? Tout à fait. Très bien, merci Nora, et nous arrivons à la fin de cet épisode. Et donc s'il y a une chose à retenir, c'est que l'orientation post-bac ne devrait jamais être une source de conflit ou d'angoisse dans la famille. C'est une étape importante, oui, mais c'est surtout un processus qui prend du temps et qui évolue, et qui peut inclure des erreurs, des bifurcations, des changements de cap. Alors plutôt que de chercher à tout contrôler ou à faire les bons choix à leur place, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que mon ado se sent écouté quand il parle de son avenir? Est-ce que je l'aide à explorer ce qu'il passionne au lieu de projeter mes propres peurs? Est-ce que je valorise ses qualités, même si elles ne rentrent pas dans les cases classiques? Accompagner un jeune dans son orientation, ce n'est pas choisir pour lui, c'est lui donner les clés pour se connaître, s'informer, tester et parfois se tromper. Et c'est aussi lui rappeler qu'il a le droit de changer d'avis, que rien n'est figé et qu'il y a plusieurs chemins pour s'épanouir. Merci à toi, Nora, pour ces éclairages concrets et bienveillants et pour ton engagement auprès des jeunes, notamment ceux qui ont moins de ressources ou moins de repères pour s'orienter. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à nous laisser un petit commentaire et à nous rejoindre sur nos réseaux. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de l'Art d'être parent.